29 août 2020, JavaScript, utiliser des méthodes adaptées au tableau. Donc ici, tu peux voir différentes méthodes, donc des méthodes appelées mutator methods, donc qui vont muter en fait le tableau en question. Des méthodes appelées iteration methods, donc qui elles ne vont pas muter le tableau, attention. Et enfin, des méthodes appelées accessor methods, qui elles non plus ne vont pas muter le tableau. Donc en règle générale, on utilisera toujours, si possible, les méthodes comprises dans ces deux catégories-là. Et si jamais on est amené à utiliser une méthode avec mutation, ce qu'on fera en général, c'est qu'on fera une copie du tableau selon le cas. Donc par exemple, si je prends splice, enfin on va voir ce qu'elle fait après, mais par exemple, splice, enfin bref, ces trois méthodes par exemple, on aura tendance à faire généralement une copie du tableau. Donc on va voir comment tout ceci fonctionne. Donc, au niveau de mon fichier HTML ici, j'inclus un script avec le type module. Donc si t'as pas vu ma précédente vidéo, il n'y a pas d'attribut défaire parce que un script avec le type module est déféré par défaut, c'est-à-dire qu'il est non bloquant, il va se charger en asynchrone. Et donc, on est ok là. On vient dans le app.js. Donc là en fait le truc c'est que j'ai déjà fait tout le boulot. Parce que comme tu peux voir, en fait j'importe pas mal de modules. Donc en fait un module par méthode. Et il y en a pas mal. Donc si on supprime ici là, hop, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, on voit que j'importe 26 méthodes. Donc c'est pour gagner du temps. De toute façon j'expliquerai ce que je fais à chaque fois. Et donc là, j'ai mis des commentaires, accessor methods, iteration methods et mutator methods. Donc on va commencer avec la méthode push. Donc ici que j'ai appelé une fonction arrayPush. Donc on se rend dans mon dossier mutator methods et on vient dans push. Ici, j'ai plus besoin de l'index HTML. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? La méthode push ajoute un à plusieurs éléments à la fin d'un tableau et retourne la nouvelle taille du tableau. Donc, ici j'ai un tableau vegetables. J'ai 3 entrées dans ce tableau. Et du coup, si je viens là, hop, hop, ouais. Bah ouais, il me mute le tableau là, donc ah c'est chiant. Ce que je vais faire à la rigueur, hop ici, je vais devoir commenter en fait. Hein. Attends, hop, ce que je vais faire, je vais commenter peut-être ainsi. Hop, donc là voilà. On a donc, hop, je vais réduire ça. On a nos 3 éléments du tableau, beetroot, carrot et tomato. Donc on voit 3 index, ok, nickel. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser la méthode push pour rajouter 2 éléments à la fin de ce tableau. Donc ici, je vais faire vegetables.push et je vais console. Bah, tu vois, il n'y a aucun problème là. Je sais pas pourquoi il m'avait mis tous les 6 éléments dans le tableau tout à l'heure. Et donc, ici, donc on a poussé beans et cucumber à la fin du tableau, et on voit, ils sont bien présents dans le tableau qu'on log après cela. Maintenant, ici, je vais de nouveau pousser un élément dans le tableau. Je vais le laisser pour l'instant, ça, que ça me cause l'erreur ici, le temps que j'explique. Donc, je vais pousser un nouvel élément dans le tableau, donc à la suite. On avait donc 5 éléments à ce niveau-là. Et là, je vais pousser un 6e élément, donc ginger. Et donc, en fait, quand on exploite donc cette méthode-là, elle nous retourne la nouvelle taille du tableau.
Donc du coup, je viens stocker ça dans une variable ici hyper longue, mais c'est histoire d'être clair. Vegetables array length after push. Donc voilà, ça veut tout dire quoi. Hein. Et du coup, je vais venir log, donc d'abord le tableau vegetables après le push. Et ici, j'ai fait un log qui va donc nous afficher le nombre d'éléments dans le tableau. Hop, je décommente. Et tu vois ici, donc on voit Ginger ici en index 5. Et on voit le tableau Vegetables contient 6 éléments. Donc nickel. On a tout d'abord ici poussé Beans et Cucumber. Après Tomato, qui est le dernier élément du tableau. Et ensuite, à la fin, on a poussé une nouvelle fois Ginger. Et on a stocké la longueur du tableau, ici 6, dans cette variable-là. Donc là, on est bon pour array push. Hop. Je viens là, je commente array push. Maintenant, on va passer à array unshift. Donc je décommente cette méthode, je ferme push, et je viens chercher unshift. Hop, je viens là. Tac. Donc là, j'ai actualisé. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc j'ai toujours mon tableau vegetables ici, donc beetroot, carotte, tomato, ok? C'est là. Là, ce que je fais, c'est que je viens pousser beans et cucumber, mais comme tu peux voir ici, beans et cucumber, au lieu d'être après tomato, ils sont avant beetroot. Donc en fait, ici, unshift va pousser les éléments, hop, tac, va pousser un à plusieurs éléments au début d'un tableau, et retourner la nouvelle taille du tableau. Donc ça va faire exactement pareil que push. Si ici je viens stocker le retour dans cette variable, donc là ici c'est after unshift, et donc du coup on obtient bien ici 6 éléments, donc il y a la length qui est contenue dans cette variable. C'est que là je l'ai injecté dans une string. Mais c'est la même chose en fait que push, sauf que tu viens pousser au début de ton tableau. Ok ? Hop. On va commenter cela. Et là, maintenant, on va aller jouer avec pop. Comme dans la pub free, là. Pop, 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 pop. Bref. Hop. Donc, je viens là. Je vais, hop, faire ceci. Donc, la méthode pop, en fait, elle va supprimer le dernier élément d'un tableau et retourner cet élément. Donc là, j'ai toujours un tableau vegetables. J'ai rajouté un élément ici spinach, et je viens appliquer en fait la méthode pop sur ce tableau, et je stocke en fait l'élément supprimé dans cette variable, last vegetable deleted. Donc là on voit que le dernier légume du tableau vegetables qui a été supprimé est spinach. Et ensuite je log mon tableau, on voit qu'il ne contient plus spinach. Donc là, pour l'instant, je suis en train de te montrer donc des méthodes mutator, donc mutateurs. C'est-à-dire que ça modifie le tableau originel. Maintenant qu'on a vu pop, hop, tac, on va faire array shift. Donc shift, il est présent ici. Je vais faire un alt Z, je reviens là, hop. Donc Shift, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va supprimer le premier élément d'un tableau et retourner cet élément. Donc c'est exactement pareil, sauf que tu vas supprimer non pas le dernier, mais le premier. Donc on a beetroot, carotte, tomato, spinach, et on voit que le premier légume du tableau vegetables qui a été supprimé est beetroot. Donc c'est pas spinach qui a été supprimé, mais beetroot. Et tu vois ici, carotte, tomato, spinach. Hop. Donc voilà, shift, hein. Après tu le mets en pause, tu regardes mon code à chaque fois si jamais tu as du mal à suivre. C'est que là j'ai beaucoup de méthodes à présenter, et c'est vraiment une présentation avec des cas assez simples, histoire que, voilà, que pour ta culture, tu connaisses un maximum de méthodes, mais après si tu veux creuser et appliquer ça par rapport à ton projet, ça sera probablement avec des cas quand même plus complexes que ça, j'imagine. Donc après, à toi de creuser. Mais là, c'est une mise en bouche, quoi. Hop, donc Shift. Maintenant, on va aller jouer avec la méthode Splice. Hop. Hop. Un petit Alt Z. Et donc, Splice, qu'est-ce qu'on fait?
j'ai un tableau ici avec 4 valeurs, beetroot, carotte, tomato, spinach, ok? Ce que je viens faire ici, c'est que je viens modifier ce tableau-là. Je peux soit modifier en retirant des éléments, soit en ajoutant. Et je peux choisir où est-ce que je les ajoute. Donc ici, j'ai demandé en index 2, donc ici, là, en index 2 de ce tableau, à ajouter en fait un élément, parce que ici, j'ai mis 0, donc je souhaite remplacer aucun élément, je souhaite juste ajouter, donc d'où le 0, et j'ai mis, je rajoute un élément garlic. Donc tu vois ici dans le log, dans le table là, beetroot, carotte, garlic en index 2, et ensuite tu retrouves tomato en index 3, alors qu'ici il est en index 2. Maintenant, admettons que je me suis trompé, en fait c'était pas de l'ail que je voulais mettre dans mon tableau, mais c'était de l'oignon. Bon, ça peut arriver, hein. Donc du coup, je vais lui respécifier donc, que c'est en index 2 que je veux faire quelque chose, et là, je vais lui dire que je souhaite supprimer un élément, et le remplacer ici par oignon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En index 2, une fois que je refais un console table, on ne voit plus garlic, mais on voit onion à la place. Nickel. Hop. Donc, je commente arraysplice, je décommente arraysort, et on va se chercher arraysort ici. Donc arraysort, il va trier les éléments d'un tableau en fonction d'une fonction de comparaison si elle est présente, ou selon la valeur Unicode de chaque caractère. Donc ouais, là je te mets une note, pense à faire une copie du tableau avant d'appliquer cette fonction. C'est-à-dire que si tu travailles sur un tableau qui t'a été fourni par une API ou par un utilisateur, j'en sais rien, enfin bref, des données que tu récupères, ben, si tu appliques directement sort dessus, il va te modifier ce tableau, et après quand tu vas vouloir un peu plus loin dans le code travailler sur ce tableau, ben en fait tu travailleras sur un tableau modifié par rapport au tableau originel que tu aurais récupéré. Donc en fait bien penser à faire une copie. Là je le fais pas parce que justement c'est pour montrer en fait les méthodes Mutator. Mais bien penser toi si tu fais du code, si tu veux faire du code propre, bah, de faire une copie en fait de ton tableau originel et après faire un sort. Attention à ça. Hein. Donc là, j'ai 4 valeurs de base. 18, 82, 23, 108. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais un array 1, donc ce tableau là. Je lui applique sort. Qu'est-ce que ça donne? Toi, tu t'attendais à avoir 18, 23, 82, 108. Mais non. Tu obtiens 108 et après tu obtiens 18. Pourquoi? Parce que là, il se base du coup, on n'a passé aucune fonction de comparaison. Et là, il se base selon la valeur Unicode de chaque caractère. Donc, il arrive là, il voit 1, il voit 1. Ok, c'est semblable. Par contre, il arrive là, il voit 0 en deuxième caractère, et là, il voit 8. Donc pour lui, en fait, 0, ça passe avant 8, donc il te le met en premier. Malgré que, en soi, si tu raisonnes en termes de nombre, 108 est après 18. Ok? Mais là, du coup, vu qu'on n'a passé aucune fonction ici, tu vois, en callback, on n'a rien là, eh bien, c'est 108 qui apparaît en premier. Donc après, ce qu'on fait, on se prend un nouveau tableau, donc 12, 89, 36, 117, ok. On vient le log ici, il est là. Et là, en fait, on va appliquer une fonction. Donc, cette fonction, en fait, je lui indique que je veux, trier mes éléments par ordre croissant. Donc, du coup, donc ici, là, hop, cette fonction-là, hein, en callback de sorte. Et donc, tu vois ici 12, 36, 89, et là, 117. Tu vois, pourtant, le 117, le 1 est inférieur à 12. Donc en fait, si on n'avait pas mis cette fonction, on se retrouverait dans le même cas de figure qu'ici, le 117 sera avant le 12. Mais là, on fait une fonction de comparaison, donc c'est nickel. Et enfin, là, j'inverse l'ordre. Je place B avant A ici, enfin je fais B-A au lieu de A-B. Et du coup, j'obtiens un ordre décroissant, 117, 89, 36 et 12. Nickel chrome. Donc c'est bon pour sort. Hop. On va voir la méthode reverse. Hop. Reverse.
Donc reverse, à la base, j'ai un tableau là avec 4 entrées, beetroot, excuse-moi, carotte, tomato, spinach. J'applique reverse sur ce tableau et j'obtiens en fait le tableau mais en sens inverse. Donc les éléments ont été inversés. J'obtiens d'abord spinach qui était en index 3 qui passe en index 0. J'obtiens ensuite tomato qui était en index 2 qui passe en index 1. J'obtiens carotte qui était en index 1 qui passe en index 2. Enfin bref, suivant l'ordre, bref, t'as compris, hein. Je suis en train de m'embrouiller avec les numéros d'index là. Mais en gros, c'est complètement inversé. Donc là, si tu lis façon arabe, de droite vers la gauche, ben, en gros, tu vois beetroot, carotte, tomato, spinach. Et là, normal, ben, beetroot, carotte, tomato, spinach. Enfin, normal. C'est pas une question de normalité, mais... Bref. Donc, array reverse, on est OK. Tac. Je viens commenter ça. Maintenant, on va passer à array fill. Donc, array fill. Tac. Qu'est-ce que vient faire arrayFill? Il va me remplir un tableau entre deux index. Un index avec l'index de fin exclu. Avec une valeur statique, c'est-à-dire avec une seule valeur, quoi. Tu peux pas lui mettre plusieurs valeurs différentes. Et il va renvoyer le tableau modifié. Donc là, je pars de là, j'ai un tableau avec 4 éléments, donc 4 valeurs, 0, 0, 0, 0, ok? Là, ce que je vais dire, c'est que je veux... Attends, je me souviens plus d'ailleurs. Value, donc la value, donc le premier argument là, c'est la valeur 1 que je veux saisir, donc ma valeur statique. Ensuite, là c'est l'index auquel je veux démarrer mon remplissage de ce tableau, donc il va écraser en fait mes valeurs, hein, vu que là j'ai déjà des valeurs dedans. Donc je démarre à l'index 1, c'est ce qui se passe ici. Je démarre pas à l'index 0 mais à l'index 1. Et ici je lui donne mon index de fin qui est exclu. Donc du coup 0, 1, 2, 3. Et vu qu'il est exclu, mais ça s'arrête du coup à l'index 2 ici. Donc ça va me faire 1, 1 et après 0. Ensuite j'ai un deuxième exemple. Donc là je t'ai dit dans la vidéo précédente, donc soit un tableau tu le déclares avec les crochets, soit tu peux le déclarer ainsi, avec les parenthèses. Par contre, si tu mets qu'une valeur ici, en fait, ça va être la longueur de ce tableau. Donc là, il va me créer un tableau avec 4 éléments. Regarde. Si je viens là, console.log array 2, qu'est-ce qu'il va me dire ici? Console table. Non, il me met rien là du coup. Mais en gros... Ici, il vient me créer un tableau avec 4 éléments. Par contre, si je viens ici mettre 4, 8, tu vois qu'il m'a créé un tableau avec que 2 éléments ici. Je vais remettre array 2. Et tu vois ici que j'ai un tableau avec 4, 8. C'est comme si j'avais du coup fait un truc du genre. Hein. 4, 8, ok? Mais le fait que je mette qu'une seule valeur dedans, donc 4, c'est qu'il va me créer un tableau avec 4 index. Un petit x 4. Et du coup, ici, je viens fill, mais avec rien du tout. Donc en fait, il va fill avec undefined. Et du coup, quand je log, j'ai bien un tableau avec 4 entrées, mais 4 fois undefined. Et ça, tu as dû le voir dans plusieurs de mes tutos. C'est bien pratique, ce array fill là. Donc tu mets le nombre d'entrées que tu veux dans ton tableau, puis un fill, et après avec un map et l'index, ça te permet de générer un tableau dynamiquement avec des nombres. Enfin, c'est génial quoi, ça te permet de... Tu peux te faire ça avec une boucle for bien sûr, mais voilà, si tu veux te faire ça avec un new array, un fill et un map, tu peux le faire. Bref, je te laisse checker mes précédentes vidéos, je sais plus dans laquelle je parle de ça, je dois parler de ça dans plusieurs. Hop, donc fill, on est ok. Maintenant, la petite dernière, moi perso, j'utilise jamais cette fonction. Mais bon, je vais en parler quand même. Array copy within. Hop. Donc là, copy within, en fait, il effectue une copie d'une partie d'un tableau sur ce même tableau. Et il renvoie ce dernier sans modifier sa taille. Attention, il va pas modifier sa taille. Donc du coup, là, je démarre avec un tableau qui a beetroot, carotte, tomato, garlic, potatoes et onion ici.
Je fais un copy within. Donc ici, le 2, c'est donc target number. Donc, attends. C'est le nombre d'éléments qu'on veut copier. Et ensuite, à partir d'où on veut copier. Donc 0. Et il prend pas... Si, il prend un index de fin, je crois. Enfin, je sais plus trop. Et donc, en gros, regarde ce qui se passe. Il me copie beetroot, les deux, là, les deux premiers. Beetroot et carotte. Et il vient me les mettre... non, ouais... attends. C'est qu'il copie les deux éléments. Attends, c'est marqué, là. If target... start. Donc, start, c'est le deuxième. And if not specified, length of the... Bon, bref, comme quoi, voilà, j'utilise jamais. Mais là, tu vois ce qui se passe. Bah après, va sur la doc, hein, parce que là, grosso modo, je suis même pas capable, là, tu vois, sans checker la doc, de t'expliquer correctement le truc. Tout ce qu'on voit là, et ce qu'on voit du coup, là, c'est que beetroot et carotte, on le retrouve en index 2 et 3, donc à la suite de mon deuxième index. Donc on voit la copie à l'intérieur même de ce tableau. Et ensuite, le tableau redémarre comme il était auparavant. Donc ici, en fait, on a ajouté une copie à l'intérieur même de ce tableau des deux premiers éléments ici. Mais le truc, comme j'ai écrit ici, sans modifier la taille de ce tableau. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les éléments qui ont été rajoutés vont pousser les autres, en gros, ils vont pousser les autres de la falaise, ben donc les pauvres potatoes et onions, ben, ils se cassent la gueule de la falaise, quoi, ils tombent dans l'eau. Et beetroot et carottes, en gros, ben, ils prennent leur place. Donc du coup, les deux prochains, c'est tomato et garlic. Donc admettons que je change ici, que je mette... on va voir ce que ça donne. 3, 0. Ben voilà, là ce que tu vois, on a pris donc beetroot, carotte et tomato. Ils viennent se replacer derrière et du coup, garlic, potatoes et oignons, les pauvres, ils sont jetés à l'eau. Par contre, si je viens modifier ici, que je mets 1, attends, je vais mettre 2, et ici je vais mettre 1, qu'est-ce que ça va changer? Ok, donc là en fait il vient me copier uniquement carotte. Il me copie pas beetroot. Il me copie carotte. À l'index 2. Oh, bref. Franchement, faudrait que je regarde la doc. Faudrait que je regarde la doc pour faire bien. Bon allez. Next. Next. Tac. Donc là par contre on repart sur des trucs que je connais. Hein. On va passer sur des iterations methods. Et donc on va aller checker la méthode every. Donc ça c'est des méthodes qui sont très pratiques. Hop, tu viens là, every. Et donc qu'est-ce qu'a fait cette méthode? Elle vérifie si chaque élément d'un tableau respecte une condition. Et ça va te retourner donc un booléen. Ici j'ai un tableau. 32, 83, 45, 78, 63, 95. Ok? Et en fait là ce que je vais demander. Donc is no number greater than or equal to 100. Donc en fait, dans cette variable, je vais stocker un booléen pour savoir si j'ai au moins, en gros, que chaque élément de mon tableau est inférieur ni égal à 100. Donc attends, comment je l'ai nommé là? If no number greater than or equal or no equal, enfin... Bon, bref, c'est chipotage. Mais en gros, on va checker si aucun de nos numéros ici est égal à 100 ou supérieur à 100, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre tableau de nombres, on lui passe la méthode every. Ici, on va itérer sur chacun de nos nombres. Et du coup, on va checker si number est inférieur à 100, et non pas inférieur ou égal, mais vraiment inférieur, c'est-à-dire jusqu'à 99. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 99, et j'ai toujours true, comme tu peux voir.
Maintenant, si je viens mettre 100, tu vois qu'on passe à false parce que celui-là, il respecte pas la condition vu qu'il est égal à 100 ici. Donc du coup, ça nous retourne false, un booléen false. Mais tant que tous tes nombres ici sont inférieurs à 100, nickel, tu retournes true. Donc ça, c'est particulièrement pratique, cette méthode-là. Et je vais te montrer donc la méthode qui va checker non pas si tous les éléments respectent une condition, mais si au moins un élément en respecte. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon tableau, 32, 83, 45, 78, 63, 99. Quoi 99? Ah mais oui, je suis toujours sur arrêt vrai, autant pour moi. Hop, tac. Ok, nickel. Donc là, 95, c'est mieux déjà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre is divisible by 5. Donc en gros, bon après pareil, là le nommage de ma variable, il est pas génial parce que là en gros, je devrais dire est-ce que un des nombres contenus dans ce tableau est divisible par 5, bref. Mais après c'est du nommage là, attention à ça quand même, pour être clair. Mais là tu vois, c'est pas spécialement bien nommé ici. Et donc, on va lui passer notre tableau numbers, on va lui passer la méthode sum, et ici, ça va itérer sur chacun de nos nombres. Et du coup, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un reminder, donc number modulo de 5, si c'est égal à 0, c'est divisible par 5, ok? 32 ça va te retourner false, 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 mais là, bingo, true. Donc du coup, en effet, il y a au moins un des éléments de mon tableau qui est divisible par 5, donc mon booléen de retour est à true. Nickel chrome. Hop là. Maintenant, on va passer sur la méthode arrayFilter. Hop, je viens là. Tac. Donc arrayFilter va créer et retourner un nouveau tableau contenant les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition. Bon, voilà mon tableau d'origine. Et ma condition, donc j'utilise exactement la même condition. Et là, tu vois que j'ai nommé ça numbers are divisible by 5. Donc là, du coup, dans cette variable, je vais stocker les nombres d'un tableau donné qui sont divisibles par 5. Ok? Donc j'applique filter. Ça va itérer sur chacun de mes nombres. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Un tableau. Parce que ça retourne un tableau, et on voit un tableau ayant deux valeurs, donc 45 et 95, ces deux valeurs sont divisibles par 5, et toutes les autres ne le sont pas. Nickel ça. Donc ça c'est très souvent utilisé à arrayFilter, c'est très pratique. Hop, on va utiliser la méthode find. Hop, find. Je viens là. Donc find va me renvoyer la valeur du premier élément trouvé dans le tableau qui respecte une condition. Donc le premier élément trouvé, attention. Donc j'ai un tableau 32, 83, 45, 78, 63, 95, ok? Je vais appliquer la méthode find sur ce tableau, et la condition que je vais lui passer, donc ça va itérer sur chacun de mes nombres, et je vais vérifier si le nombre est inférieur... est supérieur, excuse-moi, à 50, et que ce nombre est par contre inférieur à 80. Donc en fait, un nombre entre 51 et 79, si tu as bien compris ma condition ici. Parce que je ne mets pas inférieur ou égal, mais inférieur, et pareil, là je ne mets pas supérieur ou égal, mais bien du coup là supérieur et là inférieur, ok? Donc entre 51 et 79. Donc on check, on itère. 32, il rentre pas dans la condition. 83, il ne rentre pas parce qu'il est supérieur à 80. 45, il est inférieur à 50. Ah, 78 est supérieur à 50 et inférieur à 80. 63 également, mais qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne 78 parce que c'est le premier élément trouvé qui respecte la condition. Nickel.
je viens ici, cette fois-ci, utiliser array findIndex. Hop, findIndex. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai exactement le même tableau. Sauf que ici, en fait, il va pas me renvoyer la valeur, mais il va me renvoyer l'index du premier élément trouvé dans le tableau qui respecte la condition. Donc ici, c'est pas find, mais find index. Je lui mets exactement la même condition. Et qu'est-ce qu'il me retrouve? Il me retrouve l'index 3. Et là, grâce au console table, c'est bien clair. Je viens ici, index 3. Et quelle est la valeur associée? 78. Nickel. Sauf qu'ici, j'ai récupéré donc l'index. Hop, je ferme ça. On passe à ArrayMap. Hop, je viens ici. Donc, ArrayMap, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un nouveau tableau avec les éléments modifiés par une fonction. Donc en gros, on va appliquer une fonction à chacun des éléments du tableau qui, du coup, ici, va nous modifier chacun de nos éléments. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un tableau originel ici, 32, 83, 45, 78, blablabla. Et je fais quoi? Donc sur chacun de mes nombres, je vais lui rajouter 1 à ce nombre. Donc à chacun de mes nombres, je vais leur rajouter 1. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? 32 en index 0 devient 33. 83 devient 84, 45 devient 46, 78 devient 79, 63 devient 64, et enfin 95 devient 96. Et là, j'ai bien mis un console table du tableau originel, et comme tu peux voir, le tableau originel s'en retrouve inchangé, donc non muté. Et donc ça fait partie des accessor methods. Donc voilà pour map. On va checker la dernière, donc qui est array reduce. Enfin reduce. Hop. Alors j'ai fermé le app. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va appliquer une fonction dite d'accumulateur qui traite chacune des valeurs d'un tableau pour les réduire à une seule valeur. Donc là, j'ai toutes mes valeurs. Ok? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer reduce sur mon tableau de valeurs. Ça va prendre ici deux arguments là, accumulator et current value. Donc, de toute façon, quand tu vas sur la légende ici, que te propose par exemple Visual Studio Code, c'est... ouais, non, eux ils ont appelé ça previous value. Ils n'ont pas appelé ça accumulator. Ok. Bon, tu l'appelles accumulator ou previous value, mais en gros, que ça soit clair. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir l'accumulator, donc la valeur de base. Donc tu peux lui donner également une valeur de base. Normalement, en faisant ça, oui, ben, initial value, c'est marqué ici. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Parce que, donc je me base donc là sur mes valeurs de mon tableau, mais tu peux très bien lui donner une valeur de base. Et donc, je vais accumuler, donc additionner, moi dans le cas présent, tu peux faire une multiplication, tu peux faire ce que tu veux, donc on va le faire après. Donc sum, je vais additionner en fait, ici j'ai ma première valeur, qui va être additionnée à 83, donc du coup ça va me donner 115, si je me trompe pas, ouais 115. Ensuite 115 plus 45, ça va me donner 160, et ainsi de suite. Bon après je vais pas faire calculatrice de tête non plus. Mais du coup, de toute façon, JavaScript est là pour moi, pour m'aider. Ça va me donner un total, une fois qu'il aura itéré sur chacun de mes nombres, qu'il les aura additionnés à chaque fois et stockés dans notre accumulateur, on aura donc 396. Donc cette méthode est très pratique. Et en plus elle est peu gourmande en performance, il me semble, du fait qu'à chaque fois ça vient cumulé sur le précédent. Enfin, le précédent, non, sur l'accumulateur, justement. Bref, c'est pas question, on parle pas spécialement de performance ici. Donc là, sum, et là, je vais changer, je vais pas mettre plus, mais je vais mettre un multiplié. Et tu vois que ça me donne, si je multiplie tous ces nombres ensemble, ça me donne cette valeur-là. Moi, je vais laisser le plus, parce que ma variable s'appelle sum, sinon, ça serait bizarre comme addition.
Et là, encore une fois, j'ai fait un console table donc, de mon tableau originel, et tu vois que rien n'est changé. Hein. Ça me fait une copie et ça me stocke la valeur dans cette variable. Donc je ferme ça, je vais rouvrir app, hop, je vais pouvoir me réduire iteration et on va passer aux accessors méthode. Tac. Et on va passer donc à la méthode slice. Donc la méthode slice en fait, elle va faire le même taf. Hop. Le même taf que la méthode splice qu'on a vu au début, sauf que là, ça va pas muter le tableau d'origine. Donc, j'ai un tableau d'origine ici. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Je veux, en fait, récupérer à partir de l'index 1, donc les valeurs à partir de l'index 1 jusqu'à l'index 4, mais exclu. Donc, c'est-à-dire jusqu'à cet index-là, ici, qui contient cette valeur, mais exclu. C'est-à-dire que ça va me prendre de 1 à 3. Et donc, de carottes à garlic. Et quand je log, du coup, le résultat, en effet, j'ai un nouveau tableau qui est créé, contenant les valeurs de carottes à garlic. Je peux très bien, ici, ne rien lui indiquer. Hop. Et du coup, je vais avoir une copie de mon tableau. Donc ça, c'est une méthode que personnellement j'utilise très souvent, et j'imagine que pas mal de développeurs expérimentés utilisent très souvent, pour faire des copies de tableaux. Tu peux le faire de diverses façons, mais j'imagine que slice est très souvent utilisé. Donc là, hop, je remets ça. Et on voit, donc là, je viens log mon tableau originel, et pareil, on voit que rien n'a été changé. Hein. Ça a vraiment fait une copie ici. Hop, donc on est bon pour slice. Tac. Maintenant, on va utiliser array join. Join. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai un tableau avec, pareil, 6 éléments dedans. Et je viens appliquer un join dessus, ici. Donc join va me créer une nouvelle chaîne de caractères à partir des éléments d'un tableau en utilisant un séparateur. Donc le séparateur, faut lui spécifier. Si tu ne le spécifies pas, il utilisera une virgule par défaut. Donc ici, comme tu peux voir, je n'ai rien mis dedans. Quand je log, il me join, donc il vient me concaténer en fait tous les éléments de mon tableau avec un séparateur qui est la virgule. Si je viens ici lui spécifier une virgule suivie d'un espace, tu vois qu'il va me glisser un espace après la virgule. Parce que si tu lui mets rien, il te met une virgule, mais pas d'espace. Hop là. Et là, donc, j'ai fait la même chose, mais en spécifiant, donc, du coup, un hyphen, donc un tiret haut, là. Et tu vois, donc, pareil, c'est pas la virgule, c'est un hyphen, enfin, c'est un tiret haut. Si je mets un espace, tu vois l'espace ici, je peux mettre l'espace avant également. Et voilà ce que ça te donne. On peut faire avec une pipe, tu mets ce que tu veux comme séparateur. Hop, je vais me remettre l'hyphen, tac. Donc voilà pour la méthode join, donc, qui te permet donc de concaténer toutes les valeurs d'un tableau et d'en faire une chaîne de caractères avec un séparateur de ton choix. Hop, je viens ici. Maintenant, on va s'attaquer à la méthode array flat. Flat, hop. Donc là, un petit peu plus compliqué et plus récent. Hein. Ça arrivait récemment, ça. Enfin, dans les versions, je sais plus quelle version d'ECMAScript ça arrivait, mais c'est assez récent. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, Flat va créer un nouveau tableau à partir d'un tableau multidimensionnel concaténé récursivement jusqu'à une certaine profondeur. Donc, là, j'ai un tableau qui contient donc 3 valeurs au rez-de-chaussée. Puis après, au premier étage, j'ai un tableau contenant 3 valeurs. Et ensuite, toujours au premier étage, j'ai un second tableau qui contient une valeur, mais ce tableau contient lui-même un tableau qui fait monter d'un étage. Donc, du coup, on a 3 paliers. Le premier, le deuxième et le troisième. Ok ? Si je fais un console table, donc on voit ceci.
Ça te permet de voir grosso modo comment est fait ton tableau visuellement ici. Et on voit du coup, quand j'applique un flat sur ce tableau, on obtient ceci. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est tout ce qui est... En fait, il a pu, comment dire, aplatir toutes tes valeurs dans un seul tableau, mais toutes tes valeurs qui étaient en profondeur 1. Donc c'est-à-dire, moi j'ai dit ça avec des étages, toutes les valeurs qui étaient au rez-de-chaussée et à l'étage 1. Mais par contre, ceux qui étaient à l'étage 2, il n'a pas pu les flat. Donc du coup, on garde un array ici. Pourquoi? Parce que j'ai rien spécifié ici, attention. Par contre, si je lui dis, ben, flatte-moi tout ça jusqu'au deuxième étage, s'il te plaît, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois ici, dans le log, qu'il m'a tout mis. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça plutôt en table. Je sais pas pourquoi j'ai mis des logs. Donc voilà, ici tu vois que tu as toujours du coup un autre tableau, un briquet dans le premier tableau, mais là par contre tu vois qu'il n'y a pas d'autres index, donc tu es vraiment dans un tableau de premier niveau là, et donc grâce à la profondeur donc 2 qu'on a indiqué ici tout simplement. Et ensuite je me refais un console table de mon array 1, donc qui est présent ici, et on voit que rien n'a été changé, donc ça m'a vraiment fait une copie dans mes variables array3 et array2. J'ai vraiment une copie de mon tableau originel et non pas une mutation sur celui-ci. Donc voilà pour la méthode flat. Maintenant, on va aller checker la méthode flatMap. Donc c'est un peu similaire. Enfin, il y a une petite nuance. Mais... Tac. Flatmap. Donc flatmap, en fait, va te créer un nouveau tableau à partir d'un tableau multidimensionnel, limité par contre en profondeur 1. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'un tableau imbriqué dans celui-ci. Sur chaque élément... sur lequel chaque élément subit une fonction. Donc c'est équivalent en fait à un map, donc le map est fait en premier, puis après un flat, ou c'est également équivalent à un reduce plus un concat. Donc ça tu as des exemples de ce type de comparaison dans la documentation MDN. Donc là j'ai un tableau avec 3 chaînes de caractères, ok? Dans la première et deuxième chaîne de caractères de ce tableau, on voit qu'il y a 2 mots, donc séparés par un espace. Ici et ici. Je viens log mon tableau, donc on le voit ici. Et ici, je viens appliquer ma méthode flatMap. Donc je vais itérer sur chacune de mes strings. Là, je sais pertinemment que c'est des strings dans mon tableau. Donc du coup, j'appelle ça string ici. Et je viens appliquer ma méthode split. Donc ça c'est sur une string, split, donc ça vient éclater une string en fonction d'un séparateur. Et le séparateur ici, j'utilise l'espace. Donc du coup ça vient m'éclater, par exemple, cette string là. Avec l'espace, ça va me créer un tableau avec 2 index. Donc en index 0, hello, et en index 1, world. Mais dans la foulée, ça vient nous faire un flat. Donc du coup ça vient tout nous remettre. Au lieu d'avoir un tableau qui contient des tableaux, donc ici il m'aurait fait un tableau là, hop, ici, et un tableau là, ici, et là une valeur, parce qu'il n'y a pas, il y a juste Kev. Et du coup il vient te réaplatir tout ça, et tout te mettre dans un seul tableau, donc avec 5 index. Nickel. Donc voilà, on est bon avec flatmap. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Donc on en a encore 6. Je sais pas combien de temps d'enregistrement. Je suis à 44 minutes quand même. Donc, hop, array includes. Bon, je m'étais dit que ça durerait quand même moins d'1 heure. C'est bon, on est dans les temps. Donc, array includes. Hop, je viens là. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait là? Array flatmap. J'ai oublié de modifier. Je me suis fait un copier-coller de mon précédent module. Donc array includes. Ok, tout va bien.
Donc, cette fonction en fait va vérifier, cette méthode va vérifier si un tableau contient une valeur et elle va nous retourner donc un booléen. Si jamais elle la contient, ça va nous retourner true. Si elle ne la contient pas, ça va nous retourner false. Donc c'est très simple. Donc là, j'ai mon log de mon tableau. Et là, je vais demander si Kev, donc Kev avec le K en minuscule, est-ce que Kev avec un K en minuscule est présent dans mon tableau? Bah non, on voit un Kev avec un K en majuscule. Donc quand on fait le log de array1.includes Kev en minuscule, là, ça nous retourne false. Bah oui, il n'est pas contenu dedans. C'est sensible à la casse, attention. Donc ce que je viens faire ici, je viens créer un deuxième tableau. Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? Ouais, c'était pour montrer qu'en gros... Bon, attends, je vais continuer. Donc là, j'ai Kev is in the array. Donc là, c'est pas la même variable, puisque j'ai mis un K majuscule ici, alors que là, c'est un K minuscule. Et pareil, dans le includes, j'ai mis Kev avec le K majuscule tel qu'il est dans l'array ici. Donc là, on lui demande est-ce qu'il contient. Et là, en effet, il te retourne true, parce qu'en effet, il contient bien cette string-là ici. Même l'éditeur Visual Studio Code ici me surligne mes deux strings ici, qui sont identiques. Là, du coup, ça, je vais peut-être le mettre là plutôt, tac. Donc ouais, j'avais commencé à faire ça. Ça en fait, ouais, c'est pour t'expliquer. Si jamais tu veux, du coup, tu veux comparer et que tu sais pas sous quel format a été mise la string, est-ce qu'il y a des lettres majuscules, minuscules, blablabla, et que t'en sais rien, et que toi tu veux tout normaliser, mais du coup, tu peux, pour ta fonction de comparaison, tu places toutes tes strings contenues dans le tableau en lowercase, et comme ça, après, tu peux faire tes includes comme ceci. Donc au moins, tu ne te prends pas la tête. Tu pourrais faire à l'inverse en uppercase, et après tu chercherais tout toutes les lettres en majuscule. Mais voilà, c'est pour ça, je sais pas, j'ai pas mis la suite de l'exemple, mais c'est cool que je l'ai laissé, ça me permet de te donner un petit conseil là-dessus. Hop. Parce que comme tu peux voir ici, vu que c'est sensible à la casse, tu te manges un false, mais si tu mets bien comme il faut, tu te manges un trou. Donc ok pour includes, hop. Maintenant, on va aller voir la petite fonction array concat. Concat. Donc, qu'est-ce que je lui ai demandé ici? J'ai deux tableaux. Donc, pourquoi je les ai pas log? Je vais me faire console.log table vegetables1 et console.table vegetables2. Ok? Donc là, on a nos deux tableaux. J'ai un premier, beetroot, carotte, tomato, et un deuxième, garlic, potatoes, onion. Moi, j'aimerais bien avoir toutes ces valeurs dans un seul tableau. Cela, ça me plaît pas d'avoir ça dans les deux tableaux. J'aimerais bien avoir un tableau vegetables, moi. Donc ici, je l'ai appelé vegetables concatenated. Et du coup, je viens choper mon premier tableau, donc celui-ci, et je viens lui concaténer les éléments de mon deuxième tableau. Donc je viens introduire ces valeurs-là dans ce premier tableau-là. Mais attention, dans une copie. Je viens pas muter ce tableau-là. Je peux d'ailleurs, hop, me remettre des console table ici. Et tu vois que j'ai toujours mes tableaux originels nickel chrome. Hop, tac. Donc on voit à la suite, donc j'ai d'ailleurs plutôt un console table s'il te plaît. Donc là on voit beetroot, carotte, tomato et ensuite garlic, potatoes, onion. Donc là c'est que j'ai concaténé dans l'ordre 1 puis 2. Je peux très bien, rien ne m'empêche de faire vegetables 2 qui est concaténé avec vegetables 1. Et du coup là tu vas voir plutôt les premières valeurs qui sont donc garlic, potatoes, onion et ensuite beetroot, carotte, tomato. Tu fais comme tu veux. Et tu peux en concaténer plusieurs tableaux. Là, je le fais juste avec 2, mais tu peux en concaténer comme tu veux. Hein. Donc voilà pour donc array concat, concat qui fusionne un ou plusieurs tableaux et te renvoie un nouveau tableau. On va passer à index of. Donc
index off. Tac, je viens là. Donc, index off va te retourner le premier index d'un élément trouvé dans un tableau. Donc, si tu te souviens, on a vu la méthode findIndex. La méthode findIndex, donc c'est un peu similaire là du coup. C'est juste que ça, c'est plus ancien, indexOf, que findIndex. Donc du coup, j'ai un tableau. J'ai deux fois la valeur kev ici, en index 2 et en index 3. Ici, je viens chercher si kev, donc kev pareil avec un k minuscule est présent dans ce tableau. Et on voit que... attention, je me suis trompé ici, c'est kev. Donc kev n'a pas été trouvé, l'index retourné est -1. Donc si ça n'a pas été retrouvé dans le tableau, ça te retourne un index -1. Par contre, si ça a été retrouvé, du coup ça va te retourner un index positif. Et du coup, ici, par contre, on a cherché avec kev en K majuscule, et donc on voit que kev a été trouvé à l'index 2. Donc ici. Il te retourne le premier élément, donc l'index du premier élément trouvé. Hop. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec array last index off. Donc ça te fait exactement la même chose, sauf qu'ici, il va te retourner le dernier index d'un élément trouvé dans un tableau. Donc, on voit que kev, toujours en minuscule, n'a pas été trouvé, donc index -1. Mais par contre, kev avec k majuscule a été retrouvé, mais cette fois-ci, non pas à l'index 2, mais à l'index 3. Il va te retourner le dernier. Hop, on est bon. Ensuite, les deux dernières méthodes, array toString. Donc toString, en gros ici, qui va ressembler grosso modo à join, sauf que c'est moins flexible. Parce que ici, en fait, il va... donc j'ai un tableau ici multidimensionnel. Donc tu vois, j'ai Hello World, G Suite Kev, et après j'ai dans un tableau imbriqué qui contient la string au complet. Je les log, donc on voit value et ensuite l'index 0 ici. Et donc, j'applique toString sur ce tableau, et qu'est-ce que ça me retourne? Hello World, virgule, G Suite, virgule, Kev, virgule, et enfin, la string complète ici, Hello World, G Suite Kev. Donc là, ça te fait le join, mais comme si tu n'avais rien mis en fait comme séparateur. Tu vois. Ensuite, donc j'ai mis retourne une chaîne de caractères représentant le tableau. Hop. Et enfin, dernière méthode, array toLocalString. Hop, toLocalString. Donc plutôt pratique, parce que c'est identique à toString, mais ça permet de prendre en compte la locale et de passer des options. Donc là, j'ai pareil, j'ai un tableau de prix, donc multidimensionnel, 83, 41, 647, et enfin un tableau inclus dedans, qui contient 520 et 15. Donc je viens log ce tableau, on voit mes valeurs, et là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens appliquer la méthode toLocalString à ce tableau, je lui passe la locale, donc c'est fr, et là, je viens lui passer un objet, donc style currency, et la currency, c'est quoi? Je lui dis que c'est euro. Et du coup, ça, c'est donc un objet des options sur number. L'objet number toLocalString. Enfin, faut checker la doc. Et du coup, qu'est-ce que ça me fait? Ça vient me créer une string, mais en me rajoutant, en me concaténant pour chaque valeur, un espace et le sigle euro. Donc ça peut être franchement sympathique, du coup, pour rajouter le sigle euro à un tableau de valeurs qui ne contiennent que des numbers. Donc à toi de voir le cas d'utilisation dans les cas dans lesquels tu pourrais utiliser ça, mais moi je vois déjà. Enfin, c'est pratique. Donc voilà, on a fait le tour. Hop, je vais commenter ça. Donc j'ai plus rien en log, parce que j'ai commenté tous mes modules
toutes les méthodes que j'appelle via les modules. Donc j'en ai eu pas mal ici. Et donc voilà, on a vu les méthodes, donc petit bilan final. Les méthodes dites donc mutator methods, donc qui vont muter notre tableau originel. Donc en règle générale à éviter. Si on les utilise, parce qu'on peut les utiliser bien sûr, on les utilise fréquemment, mais si on les utilise suivant le cas de figure, on va faire une copie du tableau, si jamais on a besoin du tableau plus bas dans le code. Ensuite, on a des méthodes d'itération. Donc dedans, il n'y a pas... Là, j'ai juste mis ces méthodes-là, mais tu auras for each et d'autres méthodes. Déjà, for each, je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait une vidéo sur les tableaux pour boucler sur les tableaux, donc j'allais pas me répéter. Mais voilà, tu as plusieurs méthodes donc, qui prennent des conditions dedans. Bah, prennent toutes des conditions là d'ailleurs. Dans les 6 méthodes là prennent une condition. Et enfin, les accessor methods, donc pareil, comme ici, donc non mutables, qui ne modifient pas le tableau originel, le ou les tableaux originels. Et donc slice, join, flat et compagnie. Donc tu as vraiment là de quoi, avec cette présentation, tu as vraiment de quoi faire pour travailler sur les tableaux. Tu peux voir qu'il y en a un sacré paquet. Je les ai pas toutes mises, mais là, grosso modo, j'ai mis clairement l'essentiel. Ce que tu utiliseras dans 95% des cas, quoi. Ou si ce n'est plus. Donc, ben voilà, fin de la vidéo, et j'ai aucune idée de... Ah si, autant pour moi, je vais faire une vidéo dans la foulée sur les fonctions fléchées. Allez, tchuss!